Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être ici ce soir. Bienvenue à vous. Je suis Michel Séjean, je suis professeur de droit à l'université Sorbonne Paris-Nord et je suis membre associé de la chaire cyber et souveraineté numérique à l'IHEDN. Et avec la docteure Émilie Musso, nous avons tous les deux co-dirigé les travaux dont nous allons vous faire la restitution ce soir sur le thème du renseignement d'origine source ouverte, le ROSO. On peut dire aussi OSINT, Open Source Intelligence, mais moi je dirais ROSO ce soir. La soirée va se passer de la manière suivante. Le professeur Jean Peters, titulaire de la chaire cyber de l'IHEDN, voudrait vous dire quelques mots sur cette chaire. Puis Johan Cassianides, délégué général de l'Alliance pour la confiance numérique, voudrait aussi introduire son institution et les travaux dans le cadre desquels nous avons mené tout ce que nous allons vous montrer ce soir. Ensuite, je prendrai la parole pour vous indiquer quelle est la ligne éditoriale que nous avons suivie. Et puis, il y aura une table ronde avec 3 intervenants et qui sera animée par Émilie Musso. Ensuite, le président du fonds de dotation de l'IHEDN, M. Philippe Hervé, dira quelques mots. Et puis, nous pourrons ensuite, à 20h, aller au pavillon Joffre pour un cocktail et pour poursuivre les échanges en espérant qu'ils soient nombreux. Bonne soirée et à tout à l'heure. Jean, je te laisse la parole. Mesdames et messieurs, voilà, je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue ce soir pour cette table ronde dont vous avez le nom ici, droit et renseignement d'origine ouverte, source ouverte ROSO, comme disait Michel. Et donc, cette table ronde est l'aboutissement d'échanges au sein d'un groupe de travail placé sous la direction du professeur Michel Séjean et de la docteure Émilie Musso, que je remercie chaleureusement. Et il a réuni de nombreux experts, 18 à peu près, si mon compte est bon, 18, ce qui est beaucoup, en effet, pendant plusieurs mois. Voilà. Et il visait à clarifier donc, le cadre juridique applicable à l'OSINT et à son utilisation dans différents contextes. Et c'est ce que nous allons donc découvrir ce soir. Donc, ces travaux se sont déroulés dans le cadre de la chaire cyber et souveraineté numérique de l'IHEDN, à travers son fonds de dotation, en partenariat avec l'Alliance pour la confiance numérique, que je salue également. La chaire, c'est un instrument, c'est un véhicule qui a pour ambition de susciter et accompagner des études et des recherches sur justement le lien entre cyber et souveraineté numérique. Elle aspire aussi à réunir des universitaires et des experts de profils et d'expériences professionnelles différentes, animés par le même intérêt de la chose publique. Et puis elle entend également faire le lien avec la session nationale de l'IHEDN. Donc c'est finalement ce que nous allons retrouver ce soir avec cette table ronde. Et pour vous dire 2 mots sur cette chaire, donc aujourd'hui 2 doctorats sont en cours et nous pourrons profiter de présentations de leurs travaux au 2e semestre 2024. Un autre groupe aussi se réunit aujourd'hui sur les enjeux du quantique, sur la cybersécurité. Son objectif, formuler des recommandations pour définir une politique industrielle post-quantique. Et nous devrions aussi avoir une présentation dans quelques mois. Et puis, une étude sur la détermination de l'origine géographique des contributeurs au code public qui développe les composants open source dont nous dépendons pour nos activités logicielles quotidiennes, où et en particulier dans quel pays ces développeurs sont-ils basés. Cette étude vient de se terminer et nous en publierons très prochainement les résultats sur le site internet de la chaire. Et nous organiserons ici aussi, évidemment, un événement autour de cette étude. Prochainement, dans le cadre du PDSF pour les initiés, donc du Paris Defense and Strategy Forum, qui va avoir lieu à l'école militaire, j'animerai aussi une table ronde en anglais, dont le titre en anglais est Cross-National Perspectives on Cyber-Related Challenges to Democracies. Et le 29 avril, nous organiserons un colloque sur blockchain, société et cybersécurité à l'école militaire. Donc, comme vous le voyez, l'activité est riche en ce moment. Elle pourra l'être encore plus à travers d'autres études, d'autres groupes de travail, pour toute personne intéressée de participer à la réflexion et surtout aux propositions en émanant autour de cyber et souveraineté numérique. Et je suis à votre disposition pour en discuter. Et donc, je ne voudrais pas terminer aussi ce propos liminaire en oubliant de remercier la tutelle de cette chaire, à savoir l'IHEDN, ni tous les mécènes et partenaires qui la soutiennent fermement.
Enfin, Michel a dit, mais chose importante, hein, après ces échanges sur l'OSINT, sur le roseau, un cocktail sera organisé en effet au pavillon Joffre et nous aurons l'occasion encore d'échanger plus tard. Voilà. Très bonne soirée à tous, très bons échanges et merci encore aux contributeurs. Bonjour à tous, je suis Yoann Cassinides, je suis délégué général de l'Alliance pour la confiance numérique. Je voulais vous dire quelques mots d'abord pour vous exprimer à quel point la filière est heureuse ce soir d'être présente parmi vous. Heureuse parce que ces travaux qu'on a commencés et qu'il faut comprendre comme le début de quelque chose ont pu se poursuivre. Ça a été compliqué parce que ce sujet est un sujet extrêmement complexe, qu'on est à un stade très précoce de l'étude de ce sujet. Et je voulais vous dire aussi quelques mots sur ce qu'est l'ACN. L'ACN, c'est une organisation professionnelle, un syndicat professionnel qui représente les entreprises de la filière de la confiance numérique. Cette filière extrêmement vaste va de l'identité numérique jusqu'à l'IA de confiance, en passant par la cybersécurité. Et dans ce vaste ensemble, on a tout un tas de technologies, de solutions qui permettent d'apporter la confiance numérique dans les usages que chacun de vous peut en avoir tous les jours. Parmi ce grand ensemble, un certain nombre de nos membres, que je vois ici ce soir, pour la plupart, nous ont sollicité à plusieurs reprises autour de ce sujet de l'OSINT, qui n'est, vous le comprenez, pas le sujet cœur de filière, mais qui pour autant commençait à résonner assez fort, parce que autour de ce sujet, du développement d'une activité économique liée à l'OSINT, beaucoup de membres avaient des préoccupations sur comment est-ce que le contexte, en particulier le contexte juridique, peut s'interpréter et comment est-ce qu'on peut comprendre ce contexte juridique et mener une activité sereine, développer une activité en tant qu'entreprise dans un périmètre qui apparaît à certains comme flou. Alors quand vous êtes une organisation professionnelle et que vous êtes saisi de ce genre de questions, vous êtes nécessairement un petit peu embêté parce que il faut essayer d'y apporter une réponse, mais comme les spécialistes du sujet n'en ont pas, il a fallu commencer à creuser. Et c'est à ce stade qu'on a échangé avec Michel Séjean dans le cadre de nombreux échanges qu'on peut avoir, et où on a commencé à imaginer des travaux où le monde universitaire pourrait venir à la rencontre du monde des entreprises pour réfléchir à ce sujet extrêmement prospectif sur lequel le monde universitaire n'a pas beaucoup plus de réponses que nous. Et c'est de cette rencontre qu'est née cette idée, et finalement qui a trouvé en la chaire cyber de l'IHEDN, que je remercie infiniment pour avoir accompagné ce mouvement et avoir noué ce partenariat, on a trouvé cette caisse de résonance pour initier ces travaux dans un cercle de confiance. C'est un mot sur lequel je souhaiterais insister parce que c'est extrêmement important pour avoir ces échanges à la fois avec les parties institutionnelles, étatiques, les entreprises, mais aussi les avocats et les universitaires, notamment en droit. Il y avait besoin de créer préalablement une bulle de confiance, parce que les sujets qui sont abordés au travers des discussions qu'on a pu avoir sont des sujets qui ne peuvent pas s'aborder superficiellement. Et on a réussi, à travers un certain nombre de réunions qu'on a eues pendant quasiment 2 ans, si je ne m'abuse, 1 an et demi, enfin pendant un bon moment, à travers ces réunions, on a réussi à établir un lien de confiance qui a permis de creuser, d'aller loin dans le sujet, de poser les vraies questions. Parce que finalement, comme dans tous les sujets, vous avez des questions de surface et puis vous avez ensuite, quand vous creusez, le fond du problème. Et j'espère que la table ronde qui suit va permettre de vous donner un aperçu de l'état de nos réflexions. Prenez ce travail non pas comme quelque chose qui a atterri sur une conclusion, mais plutôt comme un travail en cours. On espère, à travers ce qu'on a pu réaliser jusqu'à maintenant, notamment les différents exemples qui vont vous être présentés ce soir et les différentes questions qui en surgissent, parce que finalement, on a soulevé plus de questions que ce qu'on en avait au départ. On espère avoir initié une réflexion. On espère qu'elle va pouvoir se poursuivre, parce que derrière ça,
eh ben, effectivement, on a tout un enjeu de pouvoir développer une activité économique autour de ce sujet, de permettre à chacun des acteurs du secteur de déterminer comment est-ce qu'il peut se mettre en mesure de respecter évidemment pleinement le droit et de mener son activité autour de ces sujets. Et donc, je vous laisse désormais en compagnie des meilleurs spécialistes de ce sujet qui vont pouvoir évoquer avec vous la teneur de nos différents échanges. Merci beaucoup. Alors j'ai le grand plaisir de vous présenter ce soir la ligne que nous avons suivie avec Émilie Musso et le groupe de travail. Mais comme Johan l'a dit, nous ne sommes pas là pour vous présenter véritablement l'accomplissement de nos travaux, mais plutôt vous allez assister à la phase de lancement d'un travail au long cours qui va durer probablement plusieurs années. Ce que nous voulons, c'est contribuer à créer les conditions d'une pratique du renseignement d'origine source ouverte qui soit libre et qui soit sûre. Libre, c'est-à-dire permise à chaque fois que le droit ou l'éthique professionnelle ne prévoit pas expressément une interdiction. Et sûre, c'est-à-dire que les bornes de cette pratique libre doivent être visibles, elles doivent être connues et elles doivent être comprises par toutes les parties prenantes. Or, nous sommes encore très loin, en France, d'avoir créé les conditions d'une pratique libre et sûre pour le renseignement d'origine source ouverte. C'est cette insatisfaction qui a suscité ce projet de recherche. Et ce projet s'est fait dans une culture faite de deux traits caractéristiques. Le premier trait, c'est une culture d'écoute. Parce que les praticiens, en fait, ont beaucoup à dire quand les chercheurs prennent le temps de les écouter. Et c'était intéressant, passionnant d'ailleurs, d'écouter l'intérêt avec lequel ils parlent de leur métier, la contribution qu'ils veulent apporter à la société, écouter les craintes qui brident tous ces praticiens du renseignement d'origine source ouverte devant les obstacles réels ou supposés de leur activité. Écoutez aussi l'autocensure qui se pratique parfois inutilement à cause d'une fausse croyance en un interdit qui en réalité n'existe pas. Et à côté de cette culture d'écoute, il y a la culture du doute. Alors, je ne parle pas du doute qui inhibe toutes les actions, je parle d'une culture cartésienne du doute, c'est-à-dire le doute volontaire, celui qui permet de sécuriser une activité en prenant le temps de vérifier chaque étape du raisonnement qui nous mène à cette activité. Cette culture du doute, elle est commune à toutes les parties prenantes de ce groupe et toutes les parties prenantes, toutes les institutions qui participaient à cette première phase de recherche ont d'autres caractéristiques communes qui sont indispensables pour faire du renseignement d'origine source ouverte. D'abord, ce sont des personnes et des institutions qui sont curieuses de tout. Mais aussi, ce sont des personnes et des institutions qui sont conscientes des responsabilités qui pèsent sur leurs épaules. Et il en pèse beaucoup sur les épaules d'une commissaire de police, sur les épaules des gendarmes du ComCyber-MI, du directeur adjoint de l'accompagnement juridique de la CNIL, de 3 avocats, d'un chercheur en géopolitique sur les questions de numérisation en Ukraine, de la juriste et de la responsable de la stratégie d'un offreur de solutions d'OSINT, etc., etc. Heureusement, une autre caractéristique des passionnés du renseignement d'origine source ouverte, c'est la culture collaborative. Parce qu'après plus d'une année de travaux, des réunions discrètes mais efficaces, et puis quelques nuits de veille à rédiger des cas d'usage, eh bien, ensemble, nous avons trouvé 3 terrains de consensus. On s'est accordé sur l'objectif, on s'est accordé sur la méthode, et on s'est accordé sur l'avenir. Alors, l'objectif d'abord. L'objectif, c'est d'œuvrer pour l'intérêt général, celui de la filière représentée par l'ACN, bien sûr, mais au-delà, celui de toute la société française dans le respect de l'état de droit. Concrètement, notre groupe considère qu'il aura rempli sa mission lorsqu'il aura eu une ou plusieurs auditions parlementaires pour avoir des entretiens profonds et sérieux avec les législateurs et essayer de voir comment nous pourrions faire évoluer
le droit du renseignement d'origine source ouverte. La méthode, ensuite. Il aurait été possible de rédiger un ouvrage sur le roseau, mais nous n'avons pas choisi cela. Nous sommes partis des préoccupations des métiers et nous avons préféré faire des cas d'usage qui collent aux préoccupations de ces métiers. Ces cas d'usage portent sur le même thème, et la formule vient de maître Maxime Molcou, que j'ai vu quelque part dans la salle, mais que je n'ai pas pu saluer, et qui est membre du groupe. Et l'idée, c'est de dire, je ne peux pas faire de renseignement d'origine source ouverte parce que. Parce que quoi? Chaque groupe qui a travaillé sur les cas d'usage a essayé d'exprimer les raisons pour lesquelles il pense ne pas pouvoir faire de renseignement d'origine source ouverte. La vision d'avenir, enfin, c'est qu'après la phase de lancement sur 3 cas d'usage que nous allons vous présenter ce soir, nous espérons surtout susciter l'adhésion de nombreux autres acteurs du renseignement d'origine source ouverte. Des journalistes, des acteurs de l'intelligence économique, des justiciers privés, parce qu'il y en a, même si ça n'est pas permis, des pentesters, des militants, des responsables de CERT, parce qu'ils utilisent beaucoup de roseaux, des RSSI, mais aussi des métiers qui se ressemblent sans toujours s'assembler. Je pense par exemple aux auditeurs freelance qui n'ont pas exactement la même configuration que le département OSINT d'une entreprise. Je pense ici au groupe La Poste, qui est un département spécial pour l'OSINT et qui nous fera le plaisir et l'honneur de nous rejoindre pour la saison 2 pour nous donner un point de vue sur les utilisateurs de solutions d'OSINT, alors que jusqu'à présent, on a un point de vue sur les offreurs de solutions d'OSINT. Donc, pour la saison 2, nous espérons de nombreux cas d'usage qui devraient former, je l'espère, un recueil de références qui permettra de libérer les entraves au renseignement d'origine source ouverte, ou pour le dire autrement, parce qu'il fallait bien le faire, de briser les chaînes du roseau. J'aimerais souligner combien le moment et le lieu de cette restitution sont bien choisis, même si ces choix sont involontaires. Le moment est opportun pour le faire d'abord, parce que c'est un moment où nous rendons hommage à Robert Badinter, qui avait notamment dirigé les travaux du Code pénal lors de sa réforme complète en 1992. Et dans un discours qu'il avait prononcé dès 1985, il disait que le Code pénal d'alors apparaissait archaïque, inadapté aux exigences de notre société, contradictoire par ses dispositions et incomplet. Et il concluait par ces mots: le Code pénal actuel apparaît ainsi comme un instrument juridique obsolète. Eh bien, notre travail sera d'évaluer le droit pénal du renseignement d'origine source ouverte, avec la même rigueur que celle que Robert Badinter nous a transmise. Et c'est pour cela que le professeur Bertrand Warusfeld, qui est un spécialiste incontesté du droit du renseignement et du droit du numérique, rejoindra nos travaux lors de la saison 2. Le moment est opportun donc, et le lieu aussi. Nous sommes dans l'amphi des Vallières, et le général Pierre des Vallières ne s'est pas seulement illustré lors de la bataille du Chemin des Dames en 1917, il a eu aussi une descendance illustre, comme son arrière-petite-fille, Nathalie des Vallières, spécialiste des œuvres de Saint-Exupéry. Et justement, il y a des mots de Saint-Exupéry qui guideront, je crois, le reste de nos travaux. Parce que rapportés au sujet du renseignement d'origine source ouverte, ces mots nous disent quand nous pourrons considérer que le droit du renseignement d'origine source ouverte sera arrivé à l'équilibre. Alors, je les ai trouvés dans Terre des Hommes, qui a été publié en 1939. Et dans ce passage, c'est un passage où Saint-Exupéry contemple son avion, et il trouve que les courbes de son avion sont parfaites. Et il dit ceci: « Il semble que la perfection soit atteinte non quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retrancher. Au terme de son évolution, la machine se dissimule. » Alors souhaitons qu'au terme de nos travaux, dont nous présentons ce soir l'amorce, les questions liées aux machines se dissimulent derrière des règles dont il n'y aurait plus rien à retrancher, et que, enfin, le renseignement d'origine source ouverte soit libre et sûr dans le respect de l'état de droit. Je vous remercie. Bonjour à tous.
Merci à tous les trois d'avoir accepté de parler à cette table ronde. Table ronde que nous avons plus précisément intitulée « Briser les chaînes du roseau ». Le roseau, l'OSINT, dont on parle de plus en plus, qui nous a beaucoup occupés une année durant. On a regroupé les différents acteurs de ce secteur. On a des professionnels qui sont issus du secteur régalien, du secteur privé ou encore des avocats. Et ça a conféré une richesse exceptionnelle à nos travaux. Très vite, on s'est rendu compte que des questions transversales apparaissaient. Elles transcendent la diversité de notre groupe. Et on a aussi vu qu'il y avait, de manière assez répandue, des difficultés de compréhension autour du cadre juridique applicable à l'OSINT. Ces difficultés, elles entraînent des blocages, des idées reçues, des formes d'autocensure qui ne sont pas toujours justifiées. Adresser ces difficultés nécessite un travail long et minutieux. Ce travail doit obéir au code de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée. Et pour effectuer ce travail, la pluridisciplinarité de notre groupe est essentielle. Elle permet d'éviter les angles morts, d'éviter les biais qu'un travail trop solitaire pourrait provoquer. C'est un échantillon de ce travail que nous allons vous présenter ce soir. À mes côtés, j'ai Geoffrey Moreau, qui est juriste cyber au commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace. J'ai Annelise Jolicard. Elle est issue du secteur public où elle a débuté sa carrière en passant par le Conseil d'État et le ministère de l'Intérieur, mais aujourd'hui, elle représente le secteur privé car elle travaille chez Another Way sur les questions réglementaires notamment. Elle est aussi officier de réserve au ComCyber. Et j'ai Jean-Nicolas Robin. Parmi ses nombreuses casquettes, ses nombreuses activités professionnelles et de recherche, on peut citer qu'il est l'auteur d'une droit sur la matière pénale à l'épreuve du numérique. Il est également avocat associé au cabinet Avoxa, où il travaille pour le pôle cybersécurité et data. Ensemble, nous allons revenir sur cette thématique de l'OSINT. On a beaucoup parlé des blocages juridiques, des idées reçues autour de ces pratiques. C'est des choses qu'on va évoquer ensemble. On évoquera aussi les solutions qui existent ou celles que vous préconisez. Mais avant cela, j'aimerais parler de manière très factuelle d'un cas d'usage OSINT. On va commencer avec vous, Geoffrey Moreau. Est-ce que vous pouvez nous présenter un exemple d'OSINT déployé par les forces de l'ordre ? Bonjour à tous. Alors oui, notre cas d'usage, il est on ne peut plus classique. Il se situe dans une enquête suite à une cyberattaque. Donc voilà, on imagine une cyberattaque, une victime, un service d'enquête de la gendarmerie nationale diligente les premières investigations. Et il trouve une adresse IP qui serait à l'origine de commandes dans cette cyberattaque. Réquisition est dressée auprès du fournisseur d'accès Internet et cette adresse IP pointe vers un individu qui est donc auditionné par le service d'enquête. Cet individu, classiquement, déclare avoir été piraté. Des vérifications sont faites sur son matériel et permettent d'établir qu'il a effectivement été piraté et qu'il a wipé son système, qu'il a tout effacé, donc il n'y a plus de traces techniques pour l'enquête. L'enquête, du coup, s'oriente vers la recherche d'informations aux sources ouvertes. On va chercher des données qui peuvent étayer et alimenter l'enquête. Et le travail des enquêteurs leur amène à trouver effectivement les données qui ont fuité de cet individu, mais également d'autres données, des données potentiellement d'autres victimes ou d'autres auteurs. Et donc ce cas d'usage on ne peut plus classique pour nous pose la question, qu'est-ce que les enquêteurs peuvent faire de ces données qu'ils ont trouvées sur d'autres victimes ou d'autres auteurs, et surtout qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas en faire. Et donc, comme je disais, il y a des blocages réels ou apparents. Est-ce que vous avez relevé dans le cadre de ces travaux des blocages qui pourraient apparaître à ce stade ? Alors, les blocages généralement qu'on soulève, c'est le fait que les enquêteurs ne peuvent pas utiliser des données qui ont été obtenues illégalement et qui ont été trouvées par un biais.
C'est le premier élément. Est-ce que ces données illicites, illégales, peuvent être utilisées, ont-elles une force probante pour alimenter l'enquête, pour alimenter le travail des enquêteurs, pour la manifestation de la vérité? C'est le premier point. Le deuxième point bloquant, souvent, ce qu'on entend, c'est le RGPD est-il une entrave à l'activité des enquêteurs qui vont justement naviguer, chercher et trouver de la donnée à caractère personnel, donc on ne peut plus encadrer par le droit européen et français. Et donc ces deux barrières que vous évoquez, comment est-ce qu'elles peuvent être outrepassées? Alors en fait, pour la première option, c'est relativement simple. Comme je vous l'ai dit, on est dans le cadre d'une enquête, donc il faut distinguer ce qu'on va trouver dans le cadre d'une enquête et non. Donc le premier cas, les investigations se portent sur des données. On trouve des données qui ne sont pas sur la victime ou sur laquelle on enquête. Et en fait, la Cour de cassation est assez claire sur ça. Le travail des enquêteurs peuvent les amener, par exemple dans le cadre d'une perquisition, à trouver du matériel issu d'une activité criminelle ou d'une activité délictuelle. Et on a le droit de l'utiliser, bien sûr, dans cette procédure. Étant donné qu'on est déjà dans un cadre d'enquête, on trouve des données qui ont été extraites lors d'une autre cyberattaque, par exemple, et on a le droit de les utiliser. Ça n'est pas une difficulté, je pourrais vous fournir la jurisprudence. L'autre subtilité, ça va être au niveau hors du cadre d'enquête, quand on est en phase de veille. Alors là, on peut éventuellement avoir des petites limites juridiques, il est vrai. Ces limites juridiques, elles vont être pourquoi un service d'enquête sera légitime à utiliser des données collectées sur Internet. Ça, on rappelle qu'une des missions, notamment de la gendarmerie nationale, qui est dans la loi, c'est aussi de faire une opération de veille et une mission de renseignement et de rapprocher des informations pour les soumettre aux autorités publiques dans le but de la prévention des infractions et de la recherche et de la poursuite des auteurs. Le deuxième élément, sur le RGPD, on entend souvent le RGPD. Est-ce qu'il est une entrave à l'enquête? Est-ce qu'il est une entrave à l'activité, à la liberté des enquêteurs? Il faut resituer un petit peu le débat, parce qu'en réalité, c'est plus la directive police-justice qui a été transposée en droit français, avec la loi informatique et liberté qu'il faut voir, qu'il faut viser. Et ces dispositions, elles n'interdisent pas tout. Elles offrent un cadre, en fait. Elles offrent un cadre dans lequel un service d'enquête va pouvoir collecter de la donnée, mais il devra le faire d'une façon sécurisée, d'une façon déclarée, dans un cadre réglementaire. On entend aussi parler de la collecte de données sur les réseaux sociaux, avec des solutions qui sont parfois automatisées ou globales. Encore une fois, là, on a des outils à mettre en place juridiquement, on a besoin d'un cadre légal, et donc c'est dans cette dynamique que des travaux exploratoires sont menés pour faire évoluer la loi, pour proposer éventuellement des nouveaux textes, pour permettre cette recherche en source ouverte sur des données potentiellement massives et sensibles à caractère personnel, mais tout en gardant un cadre légal. Donc on n'est pas sur une situation de blocage total et d'illégalité instantanée. En fait, vous nous dites que dans votre pratique de l'OSINT, et en particulier dans le cas d'usage que vous avez présenté, il peut y avoir des blocages apparents, mais que des solutions existent, soit jurisprudentielles, soit issues de la loi, et également qu'il y a des travaux exploratoires pour formuler des préconisations. C'est également une perspective qui est partagée par le groupe Entreprise, qui est représenté ce soir par Annelise Jolicard. Annelise, pouvez-vous nous donner à votre tour un exemple qui nous permettra de comprendre comment les prestataires d'OSINT peuvent utiliser cette méthode? Bonjour à tous et à tous. Donc les prestataires d'OSINT, un des usages qui va être fait de l'OSINT va être pour constituer des empreintes numériques entités. Donc les entités, il peut s'agir de personnes, d'entreprises et d'administrations. Une empreinte numérique, de quoi il s'agit? C'est en fait l'ensemble des données, des informations qui vont être laissées sur la toile de manière volontaire ou involontaire. Il peut s'agir de données personnelles sensibles ou de données plutôt classiques. Donc l'ensemble de ces données va constituer l'empreinte numérique, ce qu'on va appeler nous la surface d'attaque, donc du côté des hackers. L'idée, c'est de restituer en fait cette empreinte numérique auprès des entreprises. Donc côté entreprise, faire l'empreinte numérique soit de l'entreprise, y compris des personnes qui sont sur des postes clés, pour diminuer la surface d'attaque, à savoir les portes d'entrée pour les cyberdélinquants.
Côté régalien, on va assister différentes administrations. Alors, il y a le volet protection, protéger des agents qui sont particulièrement exposés du fait de leur mission. Il y a le volet investigation. Il s'agira de soutenir des investigations en cours. Donc voilà, les outils ont vraiment ces deux aspects-là. D'accord. Et je pense que dans cette pratique, et c'est aussi quelque chose qu'on évoquera avec Jean-Nicolas Robin, il peut exister une forme d'autocensure. Est-ce que vous aussi, vous pouvez nous parler d'un barrage qui pourrait apparaître ? Alors je pourrais en citer deux, là comme ça, au niveau de... Alors on a le RGPD qu'a déjà évoqué mon confrère, mais il y a également donc la question de la durée en fait, de conservation des données, avec le principe de minimisation qui est prescrit par le RGPD. On pourrait penser qu'il faut stocker les données pour une durée très courte. L'autre difficulté que j'identifierais, c'est la question du recel, qui serait constituée par la collecte de leaks. C'est vrai que si on s'en tient à une lecture littérale de l'infraction de recel, effectivement, ça pourrait sembler être un obstacle. D'accord, donc deux barrages apparaissent a priori. Dans le cadre des travaux que nous avons menés, est-ce que vous pouvez nous présenter les solutions qui répondent à ces obstacles ? Au niveau de la durée de conservation, c'est au responsable de traitement de déterminer cette durée de conservation. Cette durée de conservation, elle doit respecter le principe de minimisation qui veut qu'il ne faut collecter que les données nécessaires pour accomplir la finalité du traitement et pour la durée strictement nécessaire. De fait, s'il y a un besoin de conservation sur 8 ou 10 ans, dès lors que c'est justifié au regard de la finalité poursuivie, ça ne pose pas de difficulté particulière. Deuxièmement, sur la question du recel, donc si on s'applique à l'étude de la lettre, effectivement, on a un obstacle. Pour autant, si on s'attache à l'examen de la ratio legis de l'infraction de recel, telle qu'elle a été introduite dans le code pénal par le garde des Sceaux de l'époque, qui a porté cette réforme, donc Robert Badinter, on se rend compte que c'est plus du tout un obstacle, puisque, je cite le discours de Robert Badinter en décembre 1985, qui disait « Pour combattre efficacement le vol, la loi pénale doit en premier lieu atteindre ceux qui invitent au vol, l'organisent ou en tirent profit, ceux sans lesquels les voleurs ne trouveraient le plus souvent pas d'intérêt à voler, les receleurs. » Donc finalement, le receleur, c'est celui qui motive le voleur à voler, qui donne un intérêt à l'action du voleur. Pourquoi les prestataires d'OSINT ne peuvent pas être qualifiés de receleurs ? Parce qu'il va de soi qu'un hacker ne va pas voler des données dans le but de voir un prestataire d'OSINT les restituer aux personnes concernées par ces fuites de données et en vue de remédier en fait, aux vulnérabilités qu'induit la fuite de données. Donc, de ce simple fait-là, les prestataires d'OSINT ne peuvent pas être qualifiés de receleurs. Donc, il conviendrait finalement de reprendre la notion de l'infraction de recel à la lumière de sa ratio legis plutôt que de s'attacher à la lettre. D'accord. Donc, pour résumer, et vous nous dites à juste titre que l'OSINT, notamment quand il sert à reconstituer des empreintes numériques des personnes, va nécessiter en quelque sorte d'appliquer des durées de conservation des données suffisamment longues pour coïncider avec la finalité déterminée, et cela est permis par la loi, par le RGPD notamment. Et vous nous dites aussi que dans ce cadre, dans cette activité, l'infraction de recel ne devrait pas trouver application parce qu'à la lumière de l'étude de sa raison d'être, elle ne s'applique pas à ce cas d'usage. Ce travail de clarification, il est essentiel. On voit bien, grâce à votre intervention, que des solutions existent, soit dans le droit positif, soit dans des dispositions qu'il conviendrait de clarifier. C'est un point de vue et une perspective cette perspective de sécurisation du réseau. Jean-Nicolas Robin va nous en parler. Jean-Nicolas, dans votre pratique d'avocat, comment est-ce que vous pourrez être amené à utiliser l'OSINT ? Merci, Amy. Bonsoir à tous. Alors effectivement, nous, le groupe avocat, on a cherché à poser la question comment est-ce qu'on peut utiliser l'OSINT dans le cadre de notre conseil et plutôt dans le cadre du contentieux, avec une idée reçue qui serait je ne peux pas utiliser
une preuve utilisée en OSINT dans le cadre d'un procès, que ce soit civil ou pénal, parce que c'est de l'OSINT et donc c'est pas marqué dans le texte, donc on ne peut pas. Donc on a réfléchi avec notamment Maxime qui est présent, mais d'autres, Oriana, on s'est dit, bon, en fait, il y a une idée reçue qui est une idée de se dire on ne peut pas, mais on n'a pas vraiment analysé ce qu'était l'OSINT. Et quand on analyse ce que disent les textes et surtout ce que dit la jurisprudence, on trouve des facilitateurs et on trouve des solutions juridiques pour aller présenter en défense, je parle, hein, et Geoffrey le disait pour la partie poursuivante, mais en tout cas en défense pour pouvoir communiquer des pièces qui sont des pièces récupérées en source ouverte, voire même peut-être parfois un peu plus que la source ouverte, parce qu'il y a la source ouverte purement légale et puis il y a la source ouverte un petit peu à la marge, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on peut même aller un petit peu plus que la source ouverte. D'accord. Donc là, vous nous avez parlé du cas d'usage, vous avez parlé du blocage aussi. C'est intéressant parce qu'on voit que l'OSINT peut être un vrai allié du droit à la preuve des justiciables. C'est presque une mine d'or d'éléments de preuve que vous pourrez utiliser pour défendre les intérêts de vos clients. Et donc, vous nous avez commencé à nous parler du blocage. Il y a un blocage, une idée reçue selon laquelle on ne pourrait pas utiliser des preuves si elles sont récoltées de manière déloyale ou illicite. Et pourtant, on le sait, il y a une jurisprudence déjà ancienne, ancrée et fournie à ce sujet. Alors, c'est ce qu'on a analysé. On a analysé deux choses en matière civile. Vous savez, en matière civile, la preuve est libre. Donc, les parties vont librement communiquer les preuves. Et cette jurisprudence, elle trouve une application en droit social, particulièrement où on sait que la Cour de cassation rend des arrêts de manière régulière en disant que l'interception des communications privées elle serait autorisée dans le cadre d'un procès, avec un fait justificatif particulier, c'est l'exercice des droits de la défense. On n'avait pas d'autre manière de faire que de produire cette preuve-là, et donc pour produire cette preuve, j'utilise un moyen d'OSINT. On crée un certain fait justificatif par la jurisprudence. Et ce qui nous arrange bien, c'est que l'Assemblée plénière, il y a quelques mois, le 22 décembre, nous a rendu 2 arrêts en disant, eh bien oui, il y a une sorte de fait justificatif, dès lors qu'on n'a pas d'autre choix que de produire la pièce en justice, donc au soutien de sa prétention, eh bien on l'a produit, la partie l'a produit. Et donc ça ouvre une vraie possibilité pour les parties d'aller rechercher des éléments en se disant, finalement, je n'avais pas d'autre choix. Pour valider ma prétention, pour valider mon argument, j'ai besoin d'une preuve. Elle est peut-être illicite, elle est peut-être même totalement illicite, mais puisque je n'ai pas d'autre choix que de la produire, je vais la produire. Ça ne résout pas toute la question, effectivement, de cette collecte, mais ça résout la deuxième question, qui est la conséquence. Comment est-ce que j'utilise cette preuve et comment est reçue cette preuve? Ça, c'est en matière civile. Et puis, en matière pénale, vous connaissez peut-être un petit peu, c'est le fameux article 6, paragraphe 1 de la CEDH. C'est dans le cadre de l'exercice des droits de la défense qu'une personne mise en cause va pouvoir publier des éléments de preuve qui seront soumis cette fois-ci à l'appréciation du juge. Donc ce sera au juge pénal de décider si oui ou non cette preuve elle est recevable. J'espère qu'il n'y a pas de magistrat, mais ça peut être une tactique que d'aller dire je publie la preuve et j'attends que le juge me dise non, finalement elle est irrecevable. Mais en même temps, s'il dit qu'elle est irrecevable, c'est qu'il l'a analysée et c'est que dans sa conviction, il a inclus cette preuve comme un élément même irrecevable de conviction. En fait, on a cette jurisprudence qui nous aide en matière d'OSINT. D'accord, c'est très clair, merci Jean-Nicolas. Avec ce groupe de travail, on a voulu lever les formes d'autocensure. Je pense qu'au terme de votre intervention, on peut estimer que le défi est relevé. Merci beaucoup à vous trois. On a bien compris, on n'est qu'au début du chemin que nous parcourons dans ce groupe de travail pour briser les chaînes du roseau. Nos échanges qu'on vient d'avoir, les échanges qu'on a eus une année durant, me font penser à un schéma qui se dessine dans l'histoire du droit de la cybersécurité. C'est une matière récente, mais qui a déjà suffisamment d'années derrière elle pour nous permettre de faire de la rétrospective. Et cette histoire, ce schéma se découpe ainsi. D'abord, on a une méthode de cybersécurité qui va apparaître et puis elle sera utilisée dans une phase d'insécurité juridique. Cette méthode peut sembler contraire au droit. Certains pensent à tort ou à raison qu'elle serait illicite. Donc, on ne sait pas trop comment naviguer, alors que la méthode, elle est là pour défendre les individus, voire pour servir l'intérêt général. Ici, on ne parvient pas à prévoir ses droits et ses obligations. Ensuite, on a un deuxième temps.
c'est le temps de la clarification juridique. On va faire apparaître le cadre juridique applicable grâce à un travail de recherche fondamentale et de recherche appliquée notamment. Pour cela, les ressources existent. Soit on va chercher dans le droit existant des dispositions qui pourraient venir s'appliquer à cette nouvelle méthode, soit on va les adapter, soit on va demander à ce que le législateur écrive noir sur blanc un cadre juridique qui va venir s'appliquer à cette méthode de cybersécurité. Et enfin, tout ça va déboucher sur une troisième phase, la sécurité juridique. On connaît ses droits et ses obligations. Ça va permettre, comme le disait le professeur Séjean, de libérer la pratique de cybersécurité, mais aussi de poser un cadre clair et de poser les limites. C'est ce schéma qui semble se dessiner pour l'OSINT et c'est ce schéma qui s'est déjà dessiné pour d'autres pratiques telles que l'ingénierie inverse. Les premiers qui l'a pratiqué se plaçaient dans l'illicéité. Et puis, la loi est venue nous dire que, pour des raisons de cybersécurité, on pouvait utiliser cette méthode. Un autre exemple, la divulgation de vulnérabilité semble emprunter ce schéma. On n'est peut-être pas arrivé à la troisième étape de sécurité juridique, mais en tout cas, c'est un schéma qui se dessine. En conséquence, si je devais retenir 3 points, ce seraient ces 3 points que je viens d'exposer. Je pense que nous avons assez parlé pour ce soir. Je souhaiterais laisser la place aux questions. Donc, ils sont là pour vous répondre. Également, s'il y a d'autres membres du groupe de travail dans le public, si vous voulez répondre, n'hésitez pas à vous manifester. Pour dire qu'on pouvait apporter justement à l'appui de son dossier des preuves qui avaient un caractère, une provenance illicite ou à la marge, ou est-ce qu'on peut dire qu'il y a une vraie jurisprudence installée? C'est vraiment la Cour d'appel de Paris qui elle-même s'est prononcée. Alors évidemment, elle est assez prestigieuse, mais la province ne s'en sert pas et voilà. C'est une bonne question. Il y a quelques mois, j'aurais dit je ne suis pas certain. Depuis l'arrêt de l'Assemblée plénière en matière sociale, je suis plutôt certain. C'est-à-dire que depuis le 22 décembre, enfin depuis le 23 décembre, on est assez serein de se dire que si on n'a pas d'autres moyens de prouver une prétention, on peut utiliser une preuve récupérée en OSINT sans qu'on vienne discuter de la réceptivité, de la recevabilité de la preuve. Ça, c'est voilà. Ce qu'on sait d'histoire et de manière d'évolution de la jurisprudence, c'est que si l'Assemblée plénière rend cette décision, ce n'est pas la Chambre sociale. La Chambre sociale avait déjà fait, en 2016 et autres, avait déjà rendu des arrêts dans le même sens, uniquement sur le social. Là, on est sur l'Assemblée plénière, donc la réunion de toutes les chambres, ça donne un poids à la décision et ça laisse, alors je ne vais pas dire le législateur, mais en tout cas, ça donne une tendance de la lecture de la jurisprudence qui est plutôt conforme à la recevabilité des preuves en OSINT. Donc, je ne peux pas dire aujourd'hui, je ne peux pas me mettre à la place du législateur ou à la place du juge en disant ce ne sera jamais sanctionné. Mais un juge, que ce soit de province ou de Paris, qui serait à contrario de la jurisprudence de l'Assemblée plénière, il va falloir qu'il argumente un certain nombre de fois et ce serait susceptible d'appel, etc., etc. Donc le corollaire de ma question, c'est si un avocat va sur le dark et va trouver des informations, il peut s'en servir à l'appui de son dossier. Alors, c'est une pratique, alors pas quotidienne, mais pour nous au cabinet, c'est une pratique. D'accord. Voilà. Il y a une autre question là-bas. Puis après, monsieur. Bonjour. Merci, maître. Je suis un magistrat de province. Excusez-moi. Mais je travaille au ministère de l'Intérieur en ce moment. Ça va aller. Je suis assez d'accord avec votre analyse. Ma question était plutôt pour mon camarade du ComCyber NI, maintenant, sur l'idée que la difficulté qu'on pourrait avoir sur le recel en matière de procédure pénale se pose, à mon sens, pas vraiment pour les forces de sécurité intérieure, puisque moi, si je veux receler des choses illégales, je les place sous scellé. Donc j'ouvre un numéro d'enquête et puis après je peux retraiter, je peux conserver indéfiniment de la justice, j'en prends ma part, et je peux y compris faire des croisements à l'intérieur des
des renseignements que j'ai obtenus. Donc il me semble que pour la puissance publique, la puissance poursuivant, le problème est moins intense que ce qui pourrait sembler, en tout cas. Par contre, j'ai peut-être une autre remarque un peu moins consensuelle, c'est que il me semble que même les fournisseurs d'OSINT, et là je m'adresse à vous, madame, qui êtes officier de réserve, ils pourraient être qualifiés de receleurs. À partir du moment où ils ont un intérêt à récupérer tout ou partie du produit d'une infraction et que cet intérêt il est privé, quand bien même ils ne l'ont pas suscité directement, ils peuvent receler en vue de transformer ce produit d'une infraction en un intérêt économique, quand bien même cet intérêt n'est pas existant au moment de l'infraction. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il me semble que c'est plus la puissance publique qui pourrait être à l'abri de cette infraction de recel que les opérateurs privés. Je vais rebondir. Donc, pour l'anecdote, je viens du ministère de la Justice et j'ai intégré il y a un an le ministère de l'Intérieur. Mais bon. Donc oui, pour la puissance publique, le risque est moindre. Il peut exister, effectivement, mais le risque est moindre. Pour les prestataires d'OSINT, la question s'est effectivement posée. Voilà, je suis un prestataire d'OSINT, je trouve des leaks sur le dark ou pas. C'est pas un sujet. Voilà, je fais du recel. La réponse de l'autorité judiciaire, qui a été évidemment consultée et avec laquelle on discute régulièrement, elle va être oui dans un premier temps, mais derrière, ce qui va être factuel, c'est la notion d'opportunité des poursuites. Évidemment, voilà, la société d'OSINT qui exploite ou qui trouve une leak pour un client, pour mettre en place la déclaration CNIL, pour mettre en place une recherche de vulnérabilité, une synergie de cybersécurité, de recherche de failles ou autre, voilà, on aura une opportunité des poursuites nettement plus favorable à éviter l'exercice aveugle de poursuites pénales pour du recel. Cette question, elle a été soulevée par pas mal de certes, comme vous pouvez vous l'imaginer. Donc, au niveau des entreprises, c'est vrai que ce risque existe. On ne peut pas le nier, mais il est apprécié et il est connu aussi par l'autorité judiciaire. C'est d'ailleurs également une des missions du ComCyberRemi, de former aussi bien les potentielles victimes que les institutionnels pour être plus sensibilisés à ces risques et à ces situations qui peuvent être parfois dans une zone grise. Et je laisse ma collègue reprendre la... Alors sur la question du recel, je pense qu'il est quand même assez clair dans l'esprit de la loi, à l'époque où il a été introduit dans le code pénal réformé, que c'était une action qui motivait le voleur. Je ne pense vraiment pas que les hackers volent les données en vue de les voir restituer, en vue de les voir neutraliser, parce que finalement c'est le but des sociétés, des prestataires d'OSINT. C'est pour les données qui resteront dehors parce que de fait, il n'est pas possible de faire le ménage partout, c'est de les neutraliser, c'est d'expliquer aux personnes les risques auxquels elles sont exposées, les scénarios d'attaque et d'éviter qu'ils soient attaqués. Je ne pense vraiment pas que les hackers volent les données dans le but de les voir restituer, voire neutraliser. Ensuite, sur la question, j'irai sur la question de la base légale, la RIFI et le RGPD permettent, une entreprise a le droit de connaître son empreinte numérique pour se protéger. Elle est dans son intérêt légitime. Donc on a il y a différents arguments juridiques dont on pourrait débattre, mais je maintiens la position que j'ai exposée pour le coup, et sur la question du recel et sur la question de la base légale. Bonjour, Victor Afour, DG Adalef Networks. Merci pour ces travaux et ces premières étapes. Un peu en complément de la question qui vient d'être posée, on a beaucoup parlé de l'utilité finale, de l'intérêt final. Est-ce que vos travaux ont porté sur la légalité ou pas et les contraintes de la constitution par des sociétés privées de bases de données de leaks volontairement téléchargées, donc vous ne pouviez pas ignorer que c'était de la donnée illégale, quel que soit le service, et que du coup on se retrouve contraint à avoir de la base de données ciblée avec un téléchargement quasiment manuel sous réserve de différentes technologies. Et qu'est-ce qui fait que ce téléchargement et cette construction de base de données qui est issue, on le sait tous, de données volées, permet de faire du business? Et c'est un vrai sujet, je pense, sur lequel j'ai du mal à appréhender votre réponse sur « Ok, je comprends l'esprit de la loi, c'est pas la loi », sauf qu'aujourd'hui, j'ai un RIFI, je peux aller télécharger. Le RIFI me dit que je dois effacer tout ce qui n'est pas lié à mon mandat.
quid de ces données qui restent en base, si elles sont ou pas effacées, et est-ce qu'on se met dans l'illégalité si elles gardent une historique ou autre sans légitimité réelle? Merci beaucoup. Alors, moi, je vais avoir une position un petit peu institutionnelle, peut-être à contre-courant de la table ronde, et je l'assume et je pourrais la développer. Les leaks sont le recel du produit d'une infraction. Acheter ces bases de données, on bascule dans le blanchiment de recel. On va pas étayer. Donc, notre position institutionnelle, c'est que oui, il y a un risque juridique qui est certain. Il y a une caractérisation d'infraction qui est tout à fait possible. Encore une fois, c'est un dialogue qu'il va falloir avoir avec l'autorité judiciaire pour l'exercice des poursuites. Et il est vrai que la constitution d'une base de données, en ce sens, oui, vous serez couvert sous réserve d'effacement, etc., etc. Mais si vous la conservez en l'état, c'est clair que vous vous exposez, pour un point de vue institutionnel, à un risque certain. Ça fait partie des sujets qui vont être adressés clairement par le groupe de travail, parce que c'est effectivement un sujet. Mais la vraie question, c'est dès lors que les cyberdélinquants, pour avoir des scénarios d'attaque particulièrement crédibles, vont constituer en fait un ensemble de bases de données et stocker sur des années, voire plusieurs dizaines d'années, ces données, rendant les scénarios d'attaque très efficaces. Comment faire pour protéger les individus et les entreprises dès lors qu'il faudrait supprimer, il faudrait ne pas collecter, voire supprimer dans l'immédiat ces données. Si une entreprise souhaite connaître l'étendue de son empreinte numérique, l'efficacité de cette empreinte, enfin des contours de cette empreinte, est quand même largement amoindrie si le prestataire s'appuie sur des fuites actuelles ou récentes. Donc c'est un vrai sujet à adresser en vue de fournir une protection efficace aux entreprises, aux individus, voire aux administrations également. Peut-être que je pourrais ajouter également que il y a des propositions qui sont en train d'être faites au sein du groupe, qu'on doit continuer d'étudier. Mais je crois qu'on peut faire une analogie avec un mécanisme qui existe déjà sur un autre thème et qui nécessiterait, dans le cas de la question que vous évoquez, un changement législatif ou réglementaire. Alors, le cas avec lequel on peut faire une analogie, c'est celui des logiciels d'interception qui permettent de faire des enquêtes internes d'entreprise notamment, ou d'autres manipulations. Ces logiciels-là sont interdits, sauf lorsqu'ils sont autorisés par exception par une commission qui s'appelle la commission R226, du nom de l'article R226 du Code pénal. En fait, c'est R226 et suivant du Code pénal. Donc, c'est le pouvoir réglementaire qui a instauré ce mécanisme-là, et qui consiste pour le pouvoir réglementaire, à travers le directeur général de l'ANSSI, à octroyer des autorisations pour certaines entités à faire usage de ces logiciels qui, par ailleurs, sont interdits. Alors, on n'est pas encore arrivé à maturité complète, mais on imagine qu'il pourrait y avoir un mécanisme de ce type qui permettrait en fait d'agréer certaines sociétés d'OSINT pour leurs pratiques qui seraient reconnues comme étant sécurisées, et dire que oui, pour tout le monde, on ne peut pas faire de collecte de données pour réaliser des lacs de données qui viennent en particulier de vol de données, donc on ne peut pas faire de collecte de données illicites, mais par exception, certaines sociétés agréées par les pouvoirs publics pourraient faire cela. Et c'est là que, je le répète, on n'est pas encore à maturité sur cette solution-là, elle doit faire l'objet de discussions, mais on pourrait aller vers cette idée-là. Si je peux me permettre, je ne sais pas si vous vous êtes penché sur la législation spécifique aux moteurs de recherche, mais il y a déjà cette exception a priori qui existe. Un moteur de recherche qui collecte de façon agnostique, qui ne sait pas ce qu'il a en base. La jurisprudence dit c'est celui qui interroge la base. Et il n'a pas forcément des leaks. S'il télécharge tout et n'importe quoi qui est librement accessible, on est dans cette exception et on peut déjà... Donc on est plus sur un problème technologique que d'un problème de droit. Et la complexité de ces moteurs de recherche est extrêmement complexe, je l'entends. Mais je pense que là, pour les travaux de l'étape 2, il y a peut-être une piste de réflexion à mener pour voir si c'est tenable ou pas au sens des travaux que vous êtes en train de mettre en place. Merci. Bonjour, Claire Attal, pharmacien. Je travaille dans le secteur pharmaceutique. Donc moi, je vais
j'ai plus la vision du RGPD, mais par rapport aux données de santé. Je voulais savoir comment s'articulait du coup la loi, la directive justice et le RGPD. Parce que je ne suis pas sûre d'avoir 100% compris. Le RGPD, quand il n'y a pas une enquête, on collecte les données dans le cadre du RGPD, et dès qu'il y a une investigation qui est liée à la personne, c'est dans le cadre de la directive justice. Mais par contre, si on collecte d'autres données, si par hasard on tombe sur d'autres données qui sont en dehors de la directive justice, qui sont en dehors de l'enquête, on rentre dans le cadre du RGPD ? En fait, le RGPD va s'appliquer aux sociétés, aux entreprises, et l'autorité publique, dès lors qu'elle diligente une enquête, les services d'enquête, c'est la directive police-justice transposée dans la loi informatique et liberté de 78 qui s'applique. C'est juste pas les mêmes textes en fait. L'autorité publique, elle a des règles un petit peu plus précises, plus spéciales, qui s'appliquent, alors que le RGPD va s'appliquer à la société civile. Voilà, c'est comme ça qu'il faut l'analyser. Par ailleurs, je crois que je vous ai répondu tout à l'heure, j'ai dit recel de blanchiment, c'était une erreur, je voulais dire le recel et le blanchiment de l'infraction de stade, initialement à l'origine de la LIC. J'y vais. Oui. Donc, Général Fraissinet, je suis président du conseil scientifique de la chaire depuis quelques semaines. Merci. Et du coup, merci beaucoup pour vos travaux, et on les évoquera lors de la prochaine réunion du conseil d'ailleurs. Et vraiment, ça donne une bonne orientation. Sur la question du recel, ça soulève pas mal de réflexions. En fait, c'est le type de question qu'on a déjà abordé il y a assez longtemps dans le cadre des outils de piratage informatique, c'est-à-dire les outils qui permettent de réaliser des infractions d'atteinte au stade. On a un article 6 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité de 2001 qui prévoyait une interdiction de détention, etc., et d'utilisation évidemment des outils d'atteinte au stade, sauf dans les cas où on réalise des actions de sécurité informatique. Et donc en droit français, c'est l'article 323.3.1 du Code pénal, mais qui ne couvre que les outils et les données permettant de réaliser les infractions, et pas les données issues des infractions. Étant donné la spécificité de cet article, je ne pense pas qu'on puisse tout d'un coup dire que les résultats de l'infraction puissent relever d'une quelconque exception, y compris de sécurité informatique, puisque ce n'est pas prévu dans le texte et qu'il y a un texte qui le prévoit pour d'autres types de données liées à cette infraction. Donc, à mon sens, premier point, il faut un nouveau texte de loi pour prévoir cette exception au recel lié à ces infractions-là. Et deuxièmement, un point qu'on a souvent discuté avec les professionnels de la sécurité informatique, ça ne dispense pas, même s'il y a une exception, de bien documenter à la fois dans le cadre des bonnes pratiques, des standards, etc., qu'est-ce qui encadre ce que c'est que la sécurité informatique, quelles sont les bonnes pratiques, etc., et quelles mesures on prend spécifiquement par rapport à ces types de données-là. Parce que sinon, on peut dire tout d'un coup, j'ai ces données et je fais de la sécurité informatique. Il y a plein de gens qui font de la sécurité informatique, y compris des autodidactes, des gens qui n'ont pas de diplôme, des gens dont ce n'est pas le métier mais qui le font par ailleurs, etc. Donc c'est l'encadrement juridique qui doit aussi être accompagné de la part de la profession d'une prise en main du sujet et de documenter les process, etc. Donc à mon sens, on n'évitera pas d'avoir une exception précise dans la loi. Et deuxièmement, il faut que la profession se saisisse et l'introduise au moins dans les bonnes pratiques, voire dans des standards de la profession. Voilà. Ça, c'est ce que je vous recommande comme direction de réflexion. Après, pareil, sur le plan moral, il n'y a pas de problème, mais sur le plan juridique, on est face à des infractions et on ne peut pas prévoir d'exception par le simple principe de la bonne foi des gens. Ça ne protège pas l'activité des entreprises, aussi légitime soit-elle par ailleurs. Voilà. Donc il faut réclamer une évolution du droit, à mon sens. Je partage tout à fait, je vous remercie pour votre commentaire, je partage tout à fait cette analyse.
pour le coup, c'est la voie sur laquelle on est engagé. Ici, on restitue une partie des travaux et des réflexions. De fait, quand on parle d'un cadre, de doter la filière usine d'un cadre légal, un cadre, c'est quand même des droits et des devoirs. L'idée, c'est évidemment en contrepartie qu'il y ait alors soit des systèmes de certification qui soient mis en œuvre, mais que les entreprises de la filière s'engagent à une transparence, en tout cas avec les acteurs habilités. Donc oui, je partage tout à fait cette analyse-là, et ce n'est pas quelque chose qui est exclu dans le cadre des réflexions. Oui, et je voudrais ajouter aussi, mon général, que le droit pénal a connu des phases dans lesquelles les juges savaient qu'un texte était inadapté, et puis ils l'ont interprété dans le sens du bon sens, en fait, jusqu'à ce que, ensuite, le législateur fasse son office. Je pense par exemple au vol d'électricité. On disait avant, qu'est-ce que c'est que le vol ? Le vol, c'est voler une chose. Est-ce que l'électricité, c'est une chose ? Non. Ah, alors est-ce qu'on peut voler de l'électricité ? Au début, les juges ont dit que oui, c'était possible, on peut faire du vol d'électricité, alors que c'était vraiment pas ça qui était marqué dans le texte. Jusqu'à ce que le législateur prenne acte de cette jurisprudence, voit le besoin et décide de faire un nouveau texte sur le vol d'électricité. On a la même chose sur le vol de données. Même chose sur le vol de données. Et donc je pense que notre groupe n'est pas là pour prétendre, et je pense qu'à aucun moment on a eu ce positionnement, avoir résolu les problèmes de l'OSINT et créer de la sécurité juridique là où il n'y aurait qu'une mauvaise conversation collective. Pas du tout. Je pense que notre rôle, c'est d'avoir une recherche méthodique pour faire exactement ce que vous avez suggéré, c'est-à-dire suggérer des modifications là où il y en a besoin, mais aussi dissiper les cas dans lesquels les parties prenantes s'autocensurent alors qu'il n'y en a pas forcément besoin. Sur le vol de données, on a justement évité d'utiliser le mot vol de données, parce que le vol, c'est la soustraction frauduleuse d'une chose. Or, quand je vais extraire des données, les copier, elles demeurent, il n'y a pas de soustraction. Les données, c'est pas une chose. Et moi, pour moi, le recel, c'est pareil. Il va peut-être falloir clarifier la notion de recel. Parce que le recel, c'est détire une chose que l'on s'est volée. Or, la donnée, c'est pas une chose. C'est l'article du code pénal qui le dit. Oui, mais c'est le produit d'une infraction. Le produit de l'infraction dans le cadre... Arnaud. Moi, j'ai une Oui. question. Pardon, attendez, on va peut-être à Arnaud Latil et puis ensuite... Bonsoir Arnaud Latil, Sorbonne Université, CNC 6. Merci pour la qualité des interventions. Moi j'ai une question par rapport à vos réflexions sur un cadre juridique envisageable. Par rapport au RGPD, il y a une disposition que je trouve intéressante, c'est dans l'article 9 du RGPD, pour les données sensibles, spécialement protégées. Il y a une disposition qui permet en fait... c'est une exception à l'interdiction de traitement pour les données qui ont été manifestement rendues publiques par la personne. Et cette disposition, à votre avis, est-ce qu'elle aura vocation, alors pas être utilisée en dehors du droit de données perso, évidemment, mais est-ce que ça pourrait être un modèle pour tracer la frontière entre l'usage illicite et l'usage licite, ce manifestement rendu public ? Est-ce une piste ? Est-ce une fausse piste ? Voilà ma question. Merci. Effectivement, l'article 9, en fait, il y a beaucoup de dispositions du RGPD qui apportent des solutions. Le RGPD, quand il a été adopté, il a fait très peur. Il a tout de suite un petit peu conduit à des lectures assez rigides. Pour autant, si on a en tête le considérant 4 du RGPD, qui rappelle quand même que c'est un texte qui a vocation à servir l'humanité, qui rappelle que le droit à la protection des données est un droit fondamental, mais qui n'est pas absolu, qui doit être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux. Donc, vous parlez de l'article 9, je parlerai de considérants également. Il y a plusieurs dispositions du RGPD qui apportent des solutions directement, à condition qu'on porte parfois un regard nouveau sur ces dispositions. Merci. Juste pour compléter, il y a quand même beaucoup de données qui ne sont pas des données à caractère personnel. Et nous, on a fait des actions en contrefaçon, par exemple, sur des leaks. Voilà. Ouais. Exactement. Et c'est vrai que si on lit de manière restrictive le RGPD, on se dit que ça ne solutionne pas. Mais effectivement, si on prend cet article et qu'on l'extrapole en disant est-ce que ça s'appliquerait à toutes les données, j'ai quand même peur que ce soit un peu trop large vu la quantité de données et en fait la diversité des données. J'ai peur qu'à l'analyse d'un conseil constitutionnel, par exemple, ils nous disent que la loi elle est trop large en fait, pour s'appliquer à un secteur. Moi, j'avais une autre question. C'est à propos de l'intelligence artificielle. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de la constitution des bases de données.
qui donc présenterait un caractère illicite. Et la commercialisation de ces bases, on a bien compris que maintenant, avec les grosses entreprises, que les GAMAM, ce qu'ils vous proposent et qu'ils proposent à beaucoup d'entreprises, c'est d'avoir l'équivalent d'un chat GPT personnel qui serait customisé avec leurs propres données, donc avec leur propre base de données. Et on se retrouve maintenant avec des équivalents de chat GPT d'entreprises qu'ils vont créer en créant une forme d'opacité, si vous voulez, puisqu'après, une fois que l'algorithme tourne, il est nourri par toutes ces bases de données. Et finalement, on commercialise juste un accès à une boîte, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Est-ce que via l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a une direction là pour pouvoir justement accélérer la transparence et dire que dans certains domaines, on va vouloir filtrer ou il va falloir être extrêmement transparent compte tenu de cette activité des prestataires d'OSINT, il va falloir qu'ils disent exactement ce qu'il y a dedans, ou est-ce que finalement il y a les bases de données traditionnelles auxquelles un prestataire d'OSINT va donner accès à son utilisateur en disant regardez j'ai ça, si on regarde là-dedans voilà ce qu'il y a, ou est-ce qu'on va aller encore plus loin et se servir de l'intelligence artificielle, parce qu'évidemment ça vous aiderait, j'imagine, ça aiderait beaucoup les prestataires d'OSINT, et finalement on arrive à une forme d'opacité encore plus grande, donc jusqu'où faut-il aller dans la fourniture des prestations d'OSINT finalement sur la transparence au regard finalement de ces outils-là qui arrivent, qui sont déjà sur le marché? Alors, dans la filière justement OSINT, du côté prestataire OSINT, il y a des prestataires qui utilisent déjà l'intelligence artificielle pour faire tourner leurs outils. L'idée n'est pas de se retrancher derrière l'IA pour plus d'opacité. Au contraire, en fait, le but, c'est justement d'adopter un cadre qui permet une transparence. Alors après, auprès d'interlocuteurs, en fonction de la sensibilité des outils, auprès d'interlocuteurs habilités. Mais sur la question des algorithmes, les réglementations actuelles et potentiellement encore à venir sont très claires quand même sur le degré de transparence qu'il doit y avoir à ce niveau-là. Donc là-dessus, ça ne peut pas être en tout cas ça ne peut pas être un paravent derrière lequel les prestataires d'OSINT se retranchent. Johan. Bonjour, je voudrais vous apporter une réponse, si vous le permettez, du point de vue des entreprises et du secteur de la confiance numérique. Sur ce domaine de l'IA qui est nouveau, qui fait peur parce qu'il y a cette notion de boîte noire, on a l'explicabilité qui n'est pas facile à montrer. On a des travaux aujourd'hui pour essayer, et c'est d'une certaine manière les mêmes démarches qu'on a aussi sur l'OSINT, pour essayer d'expliquer comment objectiver cette notion de confiance. Aujourd'hui, l'utilisation du numérique, que ce soit l'OSINT, que ce soit l'IA, pour être pleinement adoptée, a besoin d'être explicable, a besoin d'être comprise, a besoin de donner confiance. Et les travaux qu'on mène consistent à essayer de caractériser cette confiance. C'est-à-dire que dire c'est une IA de confiance ou c'est de l'OSINT de confiance, c'est pas intuitif. Enfin, on peut le dire, mais derrière, pour que vous puissiez l'appréhender, pour que la justice puisse aussi l'intégrer, pour que la loi puisse l'endosser, il faut qu'on puisse aussi le démontrer. Et le démontrer, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, parce que ça fait intervenir des critères qui doivent, pour nous, industriels, entreprises, être auditables. Ça ne peut pas être au doigt mouillé. Aujourd'hui, trop souvent, le de confiance, c'est au doigt mouillé, c'est à l'appréciation de chacun, à l'appréciation de l'administration, à l'appréciation du législateur, à l'appréciation du juge. Et tous les travaux qu'on mène visent à essayer de poser des critères qui soient objectifs, auditables, pour essayer de caractériser cette confiance, ce qui, vous le comprenez bien, est quand même une œuvre massive. Dans ces critères, aujourd'hui, dans l'état de nos réflexions, on arrive à différencier plusieurs catégories de critères. On va avoir évidemment tout ce qui relève du juridique. Ça va de soi. Pour donner confiance, il faut respecter la loi. Mais encore faut-il que la loi soit aussi applicable dans ces contextes-là. Le RGPD n'a pas été prévu dans un contexte d'IA. Donc il va falloir peut-être aussi accompagner cette évolution. Dans les séries de caractères à démontrer, on va avoir aussi des séries de caractères techniques. Pour qu'une IA soit de confiance, pour que l'OSINT soit de confiance, il faut qu'on arrive d'une certaine manière à ouvrir la boîte noire et à montrer à quelqu'un, que ce soit quelqu'un de l'administration,
que ce soit le grand public, peu importe qui, mais à montrer ce qu'il y a dedans et qu'ils puissent avoir une sorte d'opinion sur comment ça fonctionne et est-ce que ça fonctionne bien pour ce qu'on veut que ça fasse. Et ça peut être une certification, ça peut être une démonstration, enfin, ça peut prendre plein de formes différentes. Et enfin, et c'est peut-être le point le plus important, il y a une grande composante aussi, parmi ces critères de confiance, éthique. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut aussi que l'objectif de cette technologie s'inscrive dans le cadre des valeurs qui sont les valeurs fondamentales de la France, de l'Union européenne. Et donc, tant qu'on n'arrive pas à objectiver chacun de ces critères, il est extrêmement difficile pour l'ensemble des gens de se l'approprier, bien sûr. Quand je dis l'ensemble des gens, j'entends également le législateur, j'entends également le juge. Et de fait, pour le secteur économique qui veut se développer dans ces domaines-là, il est extrêmement complexe d'avoir une visibilité, une prévisibilité qui permettent de se déployer. Donc il est d'intérêt commun pour nous, et c'est pour ça qu'on est très heureux de travailler à la fois avec des partenaires académiques, des partenaires étatiques et des partenaires universitaires, de réfléchir ensemble sur comment on fait pour parvenir à avoir des critères qui soient, alors ils ne seront jamais parfaits, ça va de soi, mais qui puissent à tout le moins donner des premiers indicateurs de confiance. Et la forme qu'ils prendront, à la limite, peu importe. Ça sera peut-être une certification, ça sera peut-être un agrément, ça sera peut-être l'approbation populaire, parce que les gens sont convaincus que c'est de confiance. Mais à la limite, peu importe. Il faut juste que ce soit lisible et compréhensible. Il y avait une question là-bas aussi, je crois, depuis tout à l'heure, et loin. Pardon. Et puis sur l'IA, on a un projet de directive, quand même, il y a l'IA Act qui va arriver, quand même. Règlement, pardon. Bonjour, merci beaucoup pour vos travaux, c'était très intéressant. Sylvain Hagery, cofondateur de la communauté OSINT-FR et de l'entreprise Epios. Comme beaucoup d'entreprises en France et à l'étranger, on fait du reverse engineering, on fait de la rétro-ingénierie sur les applications. Nos outils peuvent être utilisés bien évidemment pour traquer des APT, des cybercriminels, mais également pour mener des opérations offensives. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les entreprises d'OSINT en France soient soumises à des réglementations d'export dans les prochaines années? Merci beaucoup. Mais ça paraîtrait assez normal qu'à un moment donné, ça tombe sous le coup de la législation sur les biens à double usage. L'analogie que je faisais tout à l'heure, donc le double usage, pour rappel, ce sont des biens qui peuvent être utilisés pour des usages civils et des usages militaires. Et donc, des inventions, en particulier sur la cryptographie, on peut penser à d'autres éléments, mais des inventions qui peuvent avoir leur application aux civils et aux militaires sont soumises à un contrôle étatique pour l'import et l'export. Donc, à partir du moment où il y a de l'offensif, bien sûr que, comme pour la question de l'article R226, ce dispositif se justifie par le contrôle des biens à double usage. Donc oui, on peut s'y attendre. J'espère que d'ailleurs, ça fera partie de la sécurisation du cadre général. Pour rappel, la lutte informatique offensive, c'est 3 institutions, DGSE, DGA et ComCyber. En principe, la riposte, le hackback est interdit. Et donc, on ne peut pas se faire justice à soi-même dans le cyberespace comme dans l'espace physique. Seule la DGSE, la DGA et le ComCyber peuvent procéder à de la lutte informatique offensive. Oui. Et puis le reverse engineering, c'est dans le code de la propriété intellectuelle et ça ne doit pas porter sur la sécurité informatique. En tout cas, le code de la propriété intellectuelle ne prévoit pas de reverse engineering à des fins de sécurité. Moi, j'ai une question parce qu'en fait, le RGPD, c'est pour une finalité précise et quand les prestataires d'OSINT utilisent les données pour leurs clients, le client, c'est son intérêt légitime, mais il y a quand même un côté économique. La donnée a une valeur et aussi il y a la réutilisation des données. C'est-à-dire que, est-ce que c'est bien défini pour quelle finalité précise on fait l'empreinte numérique? Est-ce qu'on fait une empreinte numérique juste pour faire une empreinte numérique ou une empreinte numérique pour après porter plainte contre quelqu'un d'autre ou pour saboter sa concurrence? Enfin, je sais pas. Et donc il y a la notion des compatibilités, des finalités qui doivent être compatibles. Parce que c'est pas parce qu'on a les données qu'on peut les utiliser pour toutes les finalités. C'est pas parce... Et aussi, pour comparer avec les données de santé, il y a les hébergeurs de données de santé qui sont certifiés. Donc, on va dire le secteur très sécurisé de la santé, ça pourrait aussi
aider un petit peu pour voir comment légiférer et voir aussi comment améliorer, voir les points compliqués et comment faire mieux. Alors, je peux commencer par répondre au niveau des bases légales. Donc, on peut en citer deux, notamment qui est l'intérêt légitime, que ce soit du prestataire ou des tiers. Donc on a l'intérêt légitime, par exemple, de l'entreprise à se protéger. Ensuite, si on est, par exemple, imaginons sur la protection d'un individu en particulier, un VIP de l'entreprise, dans ce cas-là, la base légale peut être celle du consentement. S'il est accompagné, s'il y a déploiement d'un outil auprès de cette personne pour superviser son empreinte, ce sera sur la base du consentement. Donc ça, c'est pour répondre à la question de la base légale. Je suis désolée, j'ai oublié l'autre question. Et les données de santé. Alors, je ne prends pas la question sur les données de santé. Je crois que c'est l'idée générale, c'est ce que Michel disait, créer un cadre de certification qui soit semblable à HDS, il y en a d'autres, les détectives privés, enfin on peut en fait imaginer plein de... C'est créer à l'intérieur de la législation un socle qui permet de se dire tel acteur est certifié, donc il a un certain nombre de garanties, d'interdictions, d'obligations par rapport à des secteurs ou à des acteurs qui n'auraient pas ces obligations, ces interdictions. On va prendre une dernière question, puis après, Monsieur le Président, Philippe Hervé, vous pourrez... Moi, je suis le général Courtois de la société Soprasteria, donc j'ai une question de Candide, simplement. On a monté, nous, un think tank sur la lutte informationnelle. Et donc, dans le cadre du droit, on voit bien qu'on est soumis à une pluie d'attaques informationnelles. Hein. On redoute un peu, la prochaine, c'est les élections européennes. Et donc, pour essayer toujours de, à la fois contrer ces attaques, mais surtout de les anticiper, en fait, on va beaucoup s'appuyer sur le dispositif de l'OSINT. Alors, il y a un certain nombre de ministères qui sont assez intéressés. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'autocensure. Moi, je trouvais ça très intéressant. Je trouve que dans le cadre de vos travaux, ça serait intéressant de dire comment est-ce qu'on peut faciliter le travail d'anticipation de la communauté OSINT pour justement permettre de mieux anticiper, traiter, contrer ces attaques. Je ne sais pas si c'est prévu ou pas. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il ne faut pas s'auto-censurer sur ce sujet. Voilà. Peut-être une suggestion pour vos travaux ou vous avez peut-être des éléments de réponse. Merci. Je n'ai pas d'éléments de réponse en ce qui me concerne sur cette question de la désinformation. Je pense qu'elle est d'une préoccupation extrême parce que faire de l'OSINT et récupérer des fausses informations dans ce qu'on récupère, c'est aussi un problème d'analyse de la véracité de ce qu'on récupère quand on fait de l'OSINT. Je pense que ça pourrait largement donner lieu à un cas d'usage. Je maintiens que la méthode des cas d'usage sera beaucoup plus porteuse que celle qui consisterait à généraliser le problème en le théorisant alors qu'il n'est pas encore mûr dans notre conception et qu'il n'est pas encore mûr non plus dans l'opérationnel. Et donc, voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on peut tout à fait mettre à l'ordre du jour, qui est déjà bien chargé, mais l'actualité nous rattrapera sans doute sur ce thème-là, et si nos travaux rencontrent un écho, s'ils trouvent leur public, eh bien, je ne doute pas que les personnes qui s'occupent de désinformation nous proposeront de venir contribuer avec un cas d'usage. Merci. Je pense que pour les trois, que ce soit la L2I, donc la lutte informatique informationnelle, la LIO ou la LID, lutte informatique défensive et offensive, il y a des solutions. Techniquement, ce n'est pas une question, en fait. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut limiter au maximum l'autocensure, mais c'est justement tout l'objet de ce groupe de travail. C'est que sans cadre juridique, il y aura de l'autocensure. Et effectivement, je suis d'accord avec vous. Je parle avec ma casquette de réserviste pour le ComCyber, en partie sur ces questions-là. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il ne faut pas se brider compte tenu des méthodes des adversaires. Merci. En tout cas, j'espère que vous aurez... je suis très content qu'on ait eu beaucoup de temps pour les questions, parce que je pense que c'est toujours essentiel quand on a une salle presque pleine pour le faire. Je vois que vous avez une question, madame, mais si elle est vraiment très très courte, je veux bien la prendre, mais sinon, il faudrait qu'on laisse ça. On aura l'occasion au cocktail de questions. Okay. Voilà. Très bien. Monsieur le Président, merci, vous avez la parole. Je voudrais commencer par vous dire que j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que je n'ai pas prévu de faire une synthèse de vos travaux. Non, parce que j'en serais strictement incapable. Et ce n'est pas du tout parce que je ne les ai pas trouvés de qualité et avec un grand professionnalisme. Donc merci beaucoup. Ça a semblé, tant pour les exposés liminaires que pour les questions et les réponses, j'ai senti un grand professionnalisme. Donc bravo. Et merci à vous.
Vous n'échapperez quand même pas à une page de pub sur le fonds de dotation de l'IHEDN. Pour vous donner quelques caractéristiques essentielles, la première, c'est que le fonds de dotation de l'IHEDN est une structure de droit privé et une structure juridique totalement indépendante de l'IHEDN. Et bien que totalement de l'IHEDN, le fonds de dotation de l'IHEDN est là uniquement pour l'IHEDN. Et donc pour soutenir à la fois l'action de l'IHEDN et son rayonnement en France. Et compte pour cela, nous acceptons bien entendu les dons de toute provenance, les dons de personnes morales ou de personnes physiques d'ailleurs. Hein. On établit les certificats CERFA qui vont bien pour ces dons. Ces dons peuvent être ciblés sur des actions précises ou non. Et donc, en particulier, s'il y a des entreprises qui veulent rejoindre les mécènes de la chaire Souveraineté numérique et cyber pour pouvoir aider encore plus dans ces travaux, ce serait une excellente chose. Je les accueille très volontiers. Mon adresse mail, c'est président@fdd-du6ihedn.fr. Et cette chaire cyber a un comité de pilotage. Et pour bien montrer qu'elle est au service de la IHEDN, sont membres de droit de ce comité de pilotage l'ingénieur général de l'armement Florence Précy, chef du département de la session nationale de l'IHEDN, que je remercie de sa présence, accompagné de l'amiral Henri Schrick, qui est spécialement chargé de la majeure SNC. Alors autant le fonds de dotation est un soutien de l'IHEDN pour son action, mais il y en a un autre, c'est forcément les auditeurs de la SNC. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont été invités et qui sont présents ce soir, soit la session en cours, soit les anciens. Et il va de soi qu'il y a lieu de se concerter dans cette action pour qu'à la fois la chaire et les auditeurs et les anciens auditeurs de la SNC contribuent ensemble pour l'avenir et le soutien de l'IHEDN. Voilà, donc j'ai assez parlé. Merci beaucoup et bon cocktail. Merci. Merci.